Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins accomplissent tous les jours l'Iliade sans l'Odyssée, en compagnie de Mathilde Wagman, Antoine Ravon, Jean Danielou, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture des textes rêveurs cette semaine, Olivier Martineau. À la réalisation d'épopées poétiques, Olivier Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son un hussard, Pierrick Monsigny. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le journal de Henry David Thoreau, publié aux éditions de la Finitude. Je vois le spectacle de ces collines devant moi par cette grande fenêtre. Je vois aussi les murs de Manosque qui sont là en premier plan et qui me rappellent un peu les souvenirs des villes italiennes. Ça ressemble malgré tout un peu à l'Italie. Mais au-dessus des murs, ces collines qui montent, et notamment la première, qui s'appelle la colline de Saint-Pancras, me donnent chaque fois des sentiments tristes qui sont agréables pour le soir. Et la pipe est bien meilleure quand on a à se délecter avec des sentiments tristes en même temps. Après l'Oblomov de Goncharov, en compagnie de Pierre Canet lundi, et le voyage intérieur de Fernando Pessoa mardi grâce à Régis Salado, pour ce 3e et dernier temps de nos voyages immobiles, c'est en compagnie de celui qui se décrivait comme un voyageur immobile, Jean Giono, que nous allons faire escale. Et c'est Denis Labouret qui vient nous en parler. Bonjour Denis Labouret. Bonjour. Ça coûte un argent fou. Aujourd'hui, mademoiselle Delphine, c'est un jour sans arithmétique. Il est défendu de consommer de l'arithmétique. Il faut économiser l'arithmétique. L'arithmétique se venge toujours de ceux qui l'économisent. Sauf quand les premiers sont les derniers, mademoiselle Delphine. On n'arrive à rien avec de semblables méthodes. Mais on veut arriver nulle part. On est déjà arrivé. Je ne suis pas un voyageur, c'est un fait. Pendant plus de 50 ans, c'est à peine si j'ai bougé. J'ai été obligée de gagner ma vie de bonne heure. À 15 ans, j'entrais dans la banque pour 20 francs par mois. J'avais sous les yeux le spectacle constamment renouvelé des passions humaines les plus communes. C'était une porte ouverte vers la vérité, les autres m'étaient fermés. J'organisais ma vie en conséquence et je pris goût au racinage. J'étais sans vanité, je le suis toujours. J'accepte avec beaucoup d'humilité toutes les invitations à creuser, même à m'ébahir sur place. Je ne suis pas resté quelques jours ou quelques mois dans la banque, mais 20 ans. De l'inspecteur qui vérifiait périodiquement mon travail dépendait absolument mon présent et mon avenir. C'était un gros homme barbu qui fumait des cigares et ne se cachait pas pour mépriser le regard vague que me donnaient les yeux bleus. J'avais beau être excellemment employé, comme il le reconnaissait, il m'a toujours laissé sur la corde raide. De là, des terreurs et des prudences. C'est donc la peur qui m'a enlevé l'envie du voyage. À force de sensibilité, j'étais arrivé à voir de petites joies, et même de grandes dans ce bureau obscur où il fallait allumer les lampes vers midi. Rien n'avait plus de goût que certaines longues journées pluvieuses d'hiver, où simplement j'étais au sec, j'avais chaud, et le temps de penser à ce que je voulais. C'était une grande chance d'avoir une chaise sur laquelle on gagnait 20 francs. Qui n'aurait pas considéré que s'en éloigner était une parfaite imprudence? Denis Labouret, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste de littérature du XXe siècle. Vous venez de publier un ouvrage consacré à la littérature française du XXe siècle chez Armand Collin, où il y est question, entre autres notamment, de Giono, et vous êtes donc spécialiste de Giono dont nous parlons aujourd'hui. Je viens de lire un texte du Voyage en Italie, qui est un journal qu'a écrit Giono en 1951, où, semble-t-il, il énonce sa position vis-à-vis des voyages. Je ne suis pas un voyageur, dit-il, c'est un fait. Et c'est la peur qui lui aurait ôté l'envie du voyage, comme si ici c'était l'expérience personnelle qui l'avait immobilisé sur place physiquement. Il n'avait pas accompli de voyage, mais avait ouvert en lui un goût pour l'imaginaire et donc le voyage au sein de son imagination. En effet, il y a eu des contingences, des contraintes à cause de ces
origines, de sa condition sociale, de cet emploi qu'il a occupé à la banque. Et cette contrainte s'est transformée en chance peut-être ou en fortune, en ouverture vers des voyages intérieurs précisément. Il raconte dans Jean le Bleu comment il a été amené, quand il travaillait à la banque tout jeune encore, il a été amené à séparer deux parts de lui-même. Il y avait cette part au travail, cette part sociale et cette part assise, immobile, et cette autre part de lui-même qui est cette part poétique, cette part sensible, cette part sensuelle, qui est celle de l'enfant et de l'adolescent Jean le Bleu qui va devenir le poète. Donc en un sens, cette contrainte est une chance pour nous, lecteurs. Et j'aime beaucoup ce début du voyage en Italie qui est assez paradoxal, un peu comme Lévi-Strauss qui commence Triste Tropique presque à la même époque en disant qu'il hait les voyages et les explorateurs. C'est un récit de voyage, le voyage en Italie, c'est bien un récit de voyage qui parle d'un voyage de la part de quelqu'un qui dit qu'il n'est pas un voyageur. De fait, Giono se distingue parmi beaucoup d'écrivains du XXe siècle par ce côté sédentaire, par ce racinage dont on a entendu parler tout à l'heure dans ce bel extrait, où on entend la voix de Giono. Ce racinage fait c'est un écrivain né à Manosque, mort à Manosque, qui a passé la plus grande partie de son temps sur place, dans la maison des Paraïs. Né en 1895, je le rappelle. Oui, né en 1895, mort en 1970. Et ces voyages sont allés dans les directions qui étaient celles peut-être des humanistes de la Renaissance, au nord en direction de l'Angleterre et de l'Écosse, en Italie bien sûr, mais c'est la terre de son origine, de la famille Giono, et en Espagne et aux Baléares. C'est pratiquement les seules régions qu'il a explorées. On est très loin des voyages de Malraux en Chine, de Gide en Afrique, de Sandrard en Amérique du Sud, etc. Donc pour le XXe siècle, Giono est un écrivain qui frappe par ce côté sédentaire. Alors, le voyage en Italie, c'est bien, malgré tout, un récit de voyage, mais un voyage lent. Giono est un chantre de la lenteur, et ce qui l'oppose aussi à des écrivains comme Nimier, comme Morand, comme Gary, dont on peut le rapprocher à certains égards, mais Gary court d'un aéroport à l'autre. Giono va en Italie en 4 chevaux, et ce n'est pas lui qui conduit, il ne sait pas conduire. Et il va lentement, il prend son temps. Le voyage ne se comprend avec un rapport intime avec l'espace, avec les lieux, avec les monuments, avec les gens. Et ce n'est pas du tout le voyage comme désir d'atteindre vite la destination. Quand il est allé en Espagne, c'est la même chose. Il a choisi le trajet le plus long. Il refuse les raccourcis, il prend les trajets les plus longs pour s'immerger dans le pays, dans le territoire et auprès de la population, et pas du tout pour franchir de grandes distances. Hormis ces quelques voyages qu'il a effectués, vous avez rappelé que c'est un écrivain sédentaire qui se revendiquait comme tel. Il ne faudrait pas pour autant le réduire à l'écrivain provençal qu'on a voulu y voir. On entendait en ouverture d'émission un extrait de Crésus qu'il a réalisé avec l'accent très fort. L'accent de Fernandel le tire vers ce côté provençal. Je préfère l'accent de Giono lui-même que nous avons heureusement aussi entendu. Et qu'on va écouter à nouveau. Ou alors je préfère comme film que Giono lui-même a réalisé, Un roi sans divertissement, qui montre un paysage de montagne intemporel et qui n'est pas spécialement ancré dans la Provence. On croit que Giono se limite à la Provence. Beaucoup de ses romans, et presque la plupart, se situent plutôt dans le Trièves, plus au nord, dans le sud du Dauphiné. C'est la montagne âpre, sauvage, noire. Giono déteste le littoral provençal. Il déteste aussi tout le folklore provençal. Il refuse d'être assimilé à la tradition qui vient de Mistral. Il se méfie aussi du risque de parenté qu'il peut le lier à Pagnol. Il y a toute une histoire assez compliquée des relations qu'il a avec Pagnol, mais il refuse cette réduction à un certain régionalisme. Giono n'est pas un écrivain régionaliste, ce n'est pas un écrivain régional. Il n'est pas plus régionaliste de Provence que Homère n'est régionaliste de Grèce ou Virgile régionaliste du Latium de l'Antiquité. Alors comment comprendre cet attachement à la terre qui revient quand même souvent dans ces textes, qui est une terre qui n'est alors du coup ni un terroir ni un territoire? De quelle terre s'agit-il? Oui, c'est bien la terre à laquelle il est attaché par ses racines, mais c'est une terre qui permet un contact avec le monde naturel tel qu'il est, et même le monde cosmique. Les plus beaux observatoires qui permettent d'observer les étoiles se trouvent à Fort-Calquier ou dans la région. Et il y a un très beau livre de Giono sur le ciel, qui est le ciel, c'est le cosmos, c'est le poids du ciel. C'est un très beau livre, mais la Provence permet de s'élargir au monde tout entier. Ce n'est pas une région, ce n'est pas une province. Et c'est ça qui l'intéresse dans cette Provence. Et c'est en cela qu'il rejoint la terre de Virgile ou la terre d'Homère. À travers la Provence ouvre sur une autre terre, sur d'autres espaces. Ce n'est pas du tout une province limitée. Et il se méfie beaucoup de cette culture réductrice, de cette vision réductrice que l'on donne de lui. Devant moi, il y a une espèce de grande carte blanche de terres inconnues. Et au milieu de ces terres inconnues, un cavalier visible, par exemple, pendant un cavalier visible avec son cheval, il est là, je le vois. Je ne vois pas de ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Et petit à petit, des tâches vont se préciser, le paysage va venir. Alors là, le paysage va venir
Ce paysage est fonction de quantité de choses. Le paysage est fonction de tous les voyages que j'ai faits pendant la gestation de ces personnages. Le paysage est fonction parfois de sons, de musique, parfois de conversations, parfois de rencontres. Parce que un personnage que je rencontre ne créera pas automatiquement un personnage dans mon livre, mais créera peut-être un paysage dans mon livre. De même qu'un paysage entrevu créera peut-être un personnage. C'est une espèce de mélange anthropomorphe. Les sons produisent des couleurs, les couleurs ont produit des formes, les formes ont produit des sons, tout ça est mélangé, c'est une espèce de pandémonium qui n'est pas encore coagulé et qui doit être semblable, j'imagine, à ce qui se passe dans la chrysalide du papillon un peu avant que le papillon sorte. J'ai revu cette vieille épicerie, échouée toute de guingois dans un coude de la ruelle. C'est dans cette épicerie que je venais m'embarquer pour les premiers voyages vers ces pays de derrière l'air. Il n'y avait qu'une lampe à pétrole pendue dans un cadran de cuivre. On semblait être dans la poitrine d'un oiseau. Le plafond montait en voûte aiguë dans l'ombre. La poitrine d'un oiseau ? Non, la cale d'un navire. Des sacs de riz, des paquets de sucre, le pot de la moutarde, des marmites à 3 pieds, la jarre aux olives, les fromages blancs sur des éclisses, le tonneau au hareng. Des morues sèches pendues à une solive jetaient de grandes ombres sur les vitrines à cartonnage où dormait la paisible mercerie. Et en me haussant sur la pointe des pieds, je regardais la belle étiquette du filo chinois. Alors je m'avançais doucement, le plancher en latte souple ondulait sous mon pied, la mer déjà portait le navire, je relevais le couvercle de la boîte aux poivres. L'odeur, cette plage aux palmiers avec le chinois et ses moustaches, j'éternuais. Je tirais le tiroir au café, l'odeur, sous le plancher l'eau molle ondulait, on la sentait profonde, émue de vent magnifique. On n'entendait plus les cris du port. Dehors, le vent tirait sur les pavés un long câble de feuilles sèches. J'allais à la cachette de la cassonade. Je choisissais une petite bille de sucre roux. Pendant que ça fondait sur ma langue, je m'accroupissais dans la logette entre le sac des pois chiches et la corbeille des oignons. L'ombre m'engloutissait. J'étais parti. Un texte de Jean Giono s'intitule « Le voyageur immobile ». C'est dans le recueil L'eau vive qui date de 1930, qu'on trouve dans les œuvres romanesques. Et on vient d'entendre ici interprété par le comédien Olivier Martineau, un des motifs qui reviendra dans l'œuvre de Giono, qui est le navire, ici son souvenir d'enfance, donc d'un petit garçon qui va dans une épicerie et qui transforme l'épicerie en navire pour partir. C'est ce que dit le dernier mot du texte qu'on a entendu, « L'ombre m'engloutissait, j'étais parti ». Car si le voyage est immobile, il s'agit quand même d'un voyage, et il s'agit, ce thème-là, à travers toute son œuvre, d'être sur le départ, de partir à l'aide d'un bateau notamment. Voilà, les grands rêves dès l'enfance sont des rêves de départ, des rêves d'aventure, des rêves de voyage en mer. On l'a entendu dans ce court texte intitulé « Le voyageur immobile », et on le retrouve dans le premier roman achevé de Giono, qui est Naissance de l'Odyssée, qui réécrit à sa manière l'Odyssée d'Homère, qui est aussi une rêverie sur le voyage maritime. On le retrouvera dans tout l'intérêt que porte Giono à Moby Dick et à Melville. Donc il n'est pas nécessaire de partir bien loin pour suivre des aventures en mer, que l'on soit au fond d'une cave, que l'on soit au pied d'un arbre, que l'on soit sur un olivier, comme le narrateur de Noé, dans le beau texte intitulé Noé, où Giono raconte comment il invente des histoires, comment il imagine des personnages, ce qui renvoie à l'autre texte qu'on vient d'entendre, où Giono parle de son imagination créatrice. Il y a un départ qui est d'abord un départ vers l'imagination, et dans ces histoires imaginaires, souvent il s'agit de départ et de départ en mer. On retrouve la mer dans Fragments d'un paradis, aussi autre texte peu connu mais superbe de Giono. La mer figure pour lui par excellence l'espace imaginaire, l'espace où le voyageur immobile peut se libérer totalement et développer à la fois ses rêves et ses inquiétudes et ses angoisses. Ce n'est pas non plus seulement un espace euphorique. Parfois, il y a une image qui est plutôt euphorique, mais il arrive aussi qu'il s'agisse de rencontres avec des monstres, qu'il s'agisse d'une dangereuse croisière, comme on peut le lire au début de Pour saluer Melville, texte qui rend hommage à Melville. L'image du voyage en mer n'est pas seulement une image heureuse. Mais très souvent, Giono part d'une cave qui devient cale de navire, ou d'un arbre qui devient mât.
Il entend comme le vent dans les vergues du navire lorsqu'il est sur un arbre ou lorsqu'il est au pied d'un arbre, lisant Moby Dick ou lisant l'Odyssée. C'est lui-même qui parle dans l'extrait que nous avons entendu de mélange anthropomorphe où le paysage va devenir un personnage et le personnage un paysage. Au mépris, semble-t-il, de toute forme, là pour le coup, de réalité, même de réalisme, c'est pas du tout ça qui l'intéresse. La métaphore du navire, en ce sens, est extrêmement éloquente, puisque dans les fragments d'un paradis que vous avez évoqués, là, c'est le capitaine du navire qui s'exprime dans son journal personnel, et c'est lui qui va mettre les voiles. Or, vous l'avez dit, Giono lui-même n'était pas intéressé par le littoral. Vous avez dit qu'en Provence, c'est pas du tout ce qui l'intéressait. Oui. De même qu'il était capable de très bien parler de chevauchées magnifiques comme dans Lucifer sur le toit sans jamais être monté à cheval, de même qu'il était capable de faire des récits d'ascension sportive, alors que lui-même ne savait pas du tout le faire. Il est capable de voyager aussi par cette mobilité qu'il prête aux autres et qu'il prête à ses personnages. À propos de cette invention des personnages, ce qui est étonnant, c'est ça, dans son processus imaginaire, c'est que les données de la création et de l'univers du roman ont des logiques tout à fait imprévisibles. Et ça, on le voit très bien dans Noé, qui est ce roman de la création, où il montre comment les personnages viennent à lui de façon tout à fait hybride, monstrueuse, selon une logique tout à fait imprévisible. Et c'est justement du haut de son arbre, perché sur son olivier, immobile, que le romancier voit les formes qui naissent et qui passent de statues, de cariatides, à des personnages qui bougent, d'une porte à l'invention du personnage qui va franchir cette porte. Voilà comment fonctionne l'imagination de Giono. Donc la mobilité, elle n'est pas simplement dans le voyage. La mobilité, elle est dans ses formes mouvantes, dans ses formes en transformation. L'imagination de Giono est par excellence une imagination qui joue sur les métamorphoses. Mais c'est à partir d'une position statique, d'une position immobile, que le romancier imagine ces métamorphoses, rêve sur ces métamorphoses. Et ces imaginations n'ont pas pour but de détourner Giono ni le lecteur de la réalité, contrairement à ce qu'on disait lundi et mardi en parlant d'abord d'Oblomov puis de Pessoa, où le rêve et l'imagination étaient comme un rempart ou une protection contre la réalité, ou voire même un remède. Chez Giono, on a l'impression que le but n'est pas tellement d'ouvrir vers de l'inconnu en se détournant du monde, mais plutôt de réenchanter le monde dans lequel nous vivons. Oui, il y a une part de fuite aussi. Parfois, Giono aime bien parler de personnages de déserteurs dans ses romans. Il y a pour une part une fuite hors du monde tel qu'il est et d'insatisfaction vis-à-vis de ce monde. Cette vision, au fond, est assez romantique. On cherche à réenchanter le monde parce que le monde tel qu'il est n'est pas satisfaisant. Mais il y a aussi une dimension de célébration. On a l'impression quand même de plaisir. On l'entendait au début d'émission, le plaisir de fumer une pipe avec un sentiment de tristesse en contemplant un beau paysage. Oui. Il y a une façon de savourer l'instant présent, une façon assez épicurienne, de donner une profondeur supplémentaire au présent, aux choses telles qu'elles sont, à l'espace immédiat, à chercher quelle est cette autre dimension que le regard habituel ne perçoit pas. Mais il dit bien, dans Noé, qu'il ne fuit pas la réalité telle qu'elle est, il cherche à la rendre magique, parce que sa vision du monde rend cette réalité magique. Mais c'est bien la réalité aussi. Et on peut rêver sur un tramway dans Marseille, on peut rêver sur une rue de Marseille, on peut rêver sur un élément de la modernité aussi, et trouver cette autre dimension qui permet de réenchanter la réalité. Tout à fait. Mais il y a aussi une autre dimension dans le rapport au réel, qui est une dimension critique, que l'on trouve aussi chez Giono en tant que voyageur immobile. C'est qu'il a une capacité à célébrer une civilisation qui paraît archaïque ou qui paraît inexistante sur le mode utopique. Mais cette utopie a aussi une vertu critique, qui permet aussi d'accuser certaines réalités du monde tel qu'il est. On le voit dans les essais d'avant-guerre, dans les essais des années 30, où il décrit très bien les menaces des dictatures à l'époque. En ce sens, Giono n'est pas du tout un naïf qui ignore ces réalités-là. Il ne fuit pas le réel pour des voyages enchanteurs. Il est aussi très lucide sur cet envers de l'humanité, sur ces abîmes de l'humanité. Il dit même, pour revenir à l'image de la mer, à la fin de Jean le Bleu, il dit même que, au fond, c'est cette séduction des rêves d'espace et de mer qui, pour une part, a trompé la jeunesse en 1914 et qui, pour une part, a séduit la jeunesse et l'a entraînée dans les tranchées et dans la boue de la guerre de 14. Donc il y a une certaine ambiguïté aussi du voyage et de l'attirance pour l'ailleurs. L'ailleurs, ça peut être aussi un côté noir de l'être, un côté dangereux de l'être, une menace pour la vie. On le voit au début de Pour saluer Melville et on le voit à la fin de Jean le Bleu. Pendant 5 ou 6 ans au moins, Moby Dick a été mon compagnon étranger. Je l'emportais régulièrement avec moi dans mes courses à travers les collines. Ainsi, au moment même où souvent j'abordais ces grandes solitudes ondulées comme la mer, mais immobiles, il me suffisait de m'asseoir, le dos contre le tronc d'un pin, de sortir de ma poche ce livre qui déjà clapotait pour sentir se gonfler, sous moi et autour, la vie multiple des mers. Combien de fois au-dessus de ma tête n'ai-je pas entendu siffler les cordages, la terre s'émouvoir sous mes pieds comme la planche d'une baleinière, le tronc du pin gémir et se balancer contre mon dos comme un mât, lourde voile ventelante.
Levant les yeux de la page, il m'a souvent semblé que Moby Dick soufflait là-bas devant, au-delà de l'écume des oliviers, dans le bouillonnement des grands chênes. Mais à l'heure où le soir approfondit nos espaces intérieurs, cette poursuite dans laquelle Melville m'entraînait devenait plus générale en même temps que plus personnelle. Le jet imaginaire fusant au milieu des collines pouvait retomber, et les eaux illusoires se retirant de mon rêve pouvaient laisser à sec les hautes terres qui me portaient. Il y a au milieu même de la paix, et par conséquent au milieu même de la guerre, de formidables combats dans lesquels on est seul engagé, et dont le tumulte est silence pour le reste du monde. On n'a plus besoin d'océans terrestres et de monstres valables pour tous. On a ses propres océans et ses monstres personnels. De terribles mutilations intérieures irriteront éternellement les hommes contre les dieux, et la chasse qu'ils font à la gloire divine ne se fait jamais à main nue, quoi qu'on en dise. Quand le soir me laissait seul, je comprenais mieux l'âme de ce héros pourpre qui commande tout le livre. Il marchait avec moi sur les chemins du retour. Je n'avais toujours que quelques pas à faire pour le rejoindre, et dès la nuit noire tombée, au fond des ténèbres, le devenir, comme si d'un pas plus long je l'avais atteint, et que je sois entré dans sa peau, mon corps se couvrant aussitôt de son corps comme d'un grand manteau, portant son cœur à la place du mien, traînant lourdement moi aussi mes blessures sur les remous d'une énorme bête de l'abîme. Le port de Nantucket, à la douceur d'un lit, et l'habitude y fait disparaître l'ennui, et le brouillard étouffe le contour et le bruit du port et de la ville et de la vie. Dans la mer des Sargasses. De Giono à Melville, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le 3e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au voyage immobile. Et pour l'occasion, nous parlons de Jean Giono en compagnie de Denis Labouret, auteur notamment d'un ouvrage intitulé Littérature française du XXe siècle et disponible chez Armand Collin. Il n'y a pas de merci dans la mer et l'amour et dans la vie. Denis Labouret, pour saluer Melville, est un texte de Jean Giono peut-être moins connu que les autres et qui est un petit bijou, qui est vraiment un trésor de littérature. On l'entendait ici raconter son expérience, sa découverte de Moby Dick, la façon qu'il avait de l'emmener partout. Et ce texte est d'autant plus fort et utile, en l'occurrence, puisque nous parlons des voyages immobiles, parce qu'il se fait à la fois auteur et lecteur. Et il le dit très bien à la fin du texte, il veut devenir ce héros dont il lit les péripéties. C'est comme si c'est en écrivant qu'il allait pouvoir lui-même devenir le héros dont il appréciait les aventures alors qu'il n'était que lecteur. Alors pour saluer Melville, c'est un très beau texte qui est une sorte de préface qui évolue en petit roman, qui est aussi une fiction sur Melville. Mais Giono projette dans ce personnage de Melville les pouvoirs du poète tels qu'il les conçoit. Il a écrit, ce qui est intéressant, c'est que ce livre est le produit, dit-il lui-même, il est né du Fort Saint-Nicolas où Giono a fait de la prison. Il a fait de la prison en 1939 une première fois, au moment de la déclaration de guerre, et il raconte que Pour saluer Melville est son livre de prison qui est issu de cet enfermement, parce que c'est ça qui l'a fait vivre aussi, et qui a élargi l'espace des murs de la prison. On peut être heureux en prison, ça c'est stendhalien avant d'être gionien, on peut être heureux en prison, parce que du moment qu'on lit ou qu'on a le souvenir des livres, on peut démesurer l'espace. Donc Pour saluer Melville est issu de cette expérience et renoue avec les grands espaces qu'il a appréciés et découverts, en effet, en lisant et en traduisant Moby Dick, pas tout seul. Il s'est surtout occupé de l'écriture finale dans le français qui est le sien.
Il n'était pas le seul à faire cette traduction, mais il a cheminé ainsi avec Moby Dick, avec toute la puissance imaginaire et symbolique que peut représenter ce livre dans les années d'avant-guerre, où la baleine blanche peut figurer à la fois le mal, la guerre qui approche, mais aussi l'absolu, le monstrueux, le symbole de tout ce qui attire l'homme à sa poursuite. C'est dans Pour saluer Melville que Giono écrit « L'homme a toujours le désir de quelque monstrueux objet et sa vie n'a de valeur que s'il la soumet entièrement à la poursuite du monstre. » Quels sont ces objets monstrueux dont il parle ? Alors, Pour saluer Melville, on voit on entend aussi dans ce qu'on a entendu qu'il s'agit des rêves intérieurs, qu'il s'agit de désirs ou de pulsions qui habitent le cœur de chaque homme, qui chemine avec ses propres désirs ou ses propres pulsions. Mais ça, on le voit dans d'autres romans de Giono, dans les personnages singuliers, insolites, qu'il invente surtout dans les chroniques après la guerre, où on a des personnages qui ont des désirs assez troubles. Donc Giono figure à travers cette poursuite du monstre, des poursuites de rêves de toutes sortes, et de rêves qui sont parfois inavouables, qui sont parfois interdits, comme on le voit dans les chroniques d'après-guerre, dans Les âmes fortes, dans Haine-Monde, dans Un roi sans divertissement. Mais ce livre a accompagné Giono longtemps, pas seulement pour représenter l'ouverture sur un espace extraordinaire et libérateur, mais aussi avec toute cette charge de rêverie trouble. Et si l'univers marin et maritime est particulièrement approprié pour exprimer et incarner cette rêverie trouble, il est intéressant de remarquer que Giono, pour autant qu'il adorait Moby Dick et Melville, semblait détester peut-être tout autant Jules Verne. Enfin, détester, le terme est peut-être fort. En tout cas, il s'en prend à Jules Verne dans certains textes, où il semble, notamment dans son texte intitulé Virgile, où il reproche à Jules Verne de s'être servi de l'univers marin, finalement, comme d'un décor, dans lequel il a échoué à essayer de créer un univers qui serait beaucoup plus poétique. C'est ce que lui essaye de faire, Giono, on l'a dit, d'essayer de faire peut-être de déceler la magie au sein du monde ou de le réenchanter. Jules Verne, à l'inverse, nous dit Giono, échoue dans cette tâche et il nous montre des personnages qui sont des fonctions au lieu d'être des éléments poétiques. Voilà, Jules Verne représente l'homme qui soumet le monde à ses propres besoins. Donc le héros de Jules Verne, c'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur qui a une réponse à tout et qui trouve le moyen de tirer parti des éléments du monde naturel au service de la civilisation technicienne, de la civilisation industrielle, que déteste Giono. Pour Giono, le rapport au monde qui est figuré par le capitaine Ahab dans Moby Dick, c'est tout le contraire. C'est l'ouverture sur l'inconnu, c'est l'ouverture sur le mystère, c'est la reconnaissance d'une plénitude du cosmos à laquelle l'homme doit s'accorder. En ce sens, Giono est un écologiste avant la lettre, même si le mot serait anachronique, puisqu'il n'a pas connu l'écologie politique telle qu'elle est apparue dans le paysage français plutôt à partir des années 70, justement. Mais les grands textes de Giono sont écologiques avant la lettre. En ce sens, le voyageur Jules Verne, ou la conception des voyages de Jules Verne, c'est tout à fait l'antithèse de Giono, parce que pour Jules Verne, le rapport au monde, le voyage dans le monde doit être un rapport de soumission, de conquête et d'emprise du technicien sur l'univers naturel. Giono représente un technicien qui serait analogue à ce personnage de Jules Verne au début dans un passage du Poids du ciel, justement. C'est un capitaine de navire soviétique, mais qui est émerveillé, ébahi par un monstre marin, qui traverse la mer Noire et qui, voyant une lumière étonnante sous la mer, finit par perdre la parole à un moment. Il devient aphasique et il finit par s'émerveiller devant le monde naturel. Mais c'est un personnage qui commence comme un personnage de Jules Verne et qui évolue en personnage de Giono. Mais le rapport au monde des deux auteurs est radicalement différent. Mais n'est-ce pas parce que chez Jules Verne, il y a la construction d'un univers différent, et la construction au sens propre du terme, c'est l'importance de la technique, voire même de la technologie, qui nous emmène ailleurs, alors que chez Giono, on reste toujours finalement dans le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas de la science-fiction, alors que Jules Verne s'en approche. Oui, mais en un sens, Jules Verne réduit le monde, même s'il semble aller vers l'inconnu, il a réduit le monde à quelque chose de bien connu, aux sciences de son temps. Giono, au contraire, part bien de notre réalité, mais pour l'élargir, pour l'ouvrir sur la dimension inconnue, mystérieuse, immense du monde tel qu'il est. Donc en ce sens, le Giono bouge moins, circule moins dans le monde et fait moins circuler ses personnages aussi, mais il donne une vision de l'univers qui est bien plus englobante, bien plus ouverte, bien plus magique que celle qu'en donne Jules Verne, qui en fait une matière à connaissance. Chez Giono, il y a aussi un rapport de connaissance au monde, mais une connaissance poétique, une connaissance d'un autre ordre. Je me trouvais dans une vieille prison dont les murs étaient couverts de salpêtre et de toute cette carte de géographie extraordinaire que pouvaient faire les boursouflures de salpêtre sur le plafond. Alors je me mettais à plat dos sur mon lit et je regardais la carte de géographie prodigieuse de mon plafond. Dans cette carte de géographie prodigieuse, il y avait des continents
Il y avait des îles, des archipels, des presqu'îles, des isthmes, de tout ce qu'on veut. Des continents extraordinaires d'un monde tout à fait imaginaire et tout à fait inconnu, nouveau par conséquent, le blanc sur toutes les cartes définitives. Voilà. Alors, couché sur mon lit et les yeux au plafond, je faisais d'immenses périples. Je partais d'un coin avec un petit bateau et j'allais me balader dans des mers invraisemblables. Alors dans ces mers, il y avait des rencontres de personnages, de monstres, de poissons, de tempêtes, d'orages, de tout ce que tu peux imaginer. Et à ce moment-là, la prison ne compte absolument plus. Je lus l'Iliade au milieu des blés mûrs. On fauchait sur tout le territoire. Les champs lourds se froissaient comme des cuirasses. Les chemins étaient pleins d'hommes portant des faux. Des hurlements montaient des terres où l'on appelait les femmes. Les femmes couraient dans les éteules, elles se penchaient sur les gerbes, elles les relevaient à plein bras, et on les entendait gémir ou chanter. Elles chargeaient les chars. Les jeunes hommes plantaient les fourches de fer, relevaient les gerbes et les lançaient. Les chars s'en allaient dans les chemins creux, les chevaux secouaient les colliers, hennissaient, tapaient du pied. Les chars vides revenaient au galop, conduits par un homme debout qui fouettait les bêtes et serrait rudement dans son poing droit toutes les rênes de l'attelage. Dans l'ombre des buissons, on trouvait des hommes étendus, bras dénoués, aplatis contre la terre, les yeux fermés. Et à côté d'eux, les faucilles abandonnées luisaient dans l'herbe. La colline aimée des bêtes était juste au-dessus des moissons. Le chemin de la colline, avec ses pierres rondes, restait longtemps à se tordre, tout étincelant dans le noir de mes yeux. L'Iliade était là, collée contre le morceau de fromage blanc. Cette bataille, ce corps à corps danseur qui faisait balancer les gros poings comme des floquets de fouet, ces épieux, ces pics, ces flèches, ces sabres, ces hurlements, ces fuites et ces retours, et les robes de femmes qui flottaient vers les gerbes étendues, j'étais dans l'Iliade rousse. Si le voyage permet à Giono de quitter les murs de sa prison, de s'évader, c'était ce qu'il racontait dans l'extrait qu'on a entendu avant, où en observant les craquelures des murs de sa cellule, il se crée des paysages et des pays même tout simplement dans lesquels il peut s'évader. Le voyage immobile qu'il effectue a aussi lieu dans le temps. Denis Labouré, c'est le sens de l'extrait qu'on vient d'entendre, l'interprétation de l'Iliade et la moisson qu'on trouve dans Jean le Bleu. C'est une évasion qui est aussi, disons, livresque. Giono remonte dans le temps, remonte à travers ses propres lectures, là aussi pour essayer d'en extraire alors la moelle la plus romanesque, même picaresque du terme. Chez Giono, c'est très très présent. Il remonte dans le temps et comme lecteur et comme écrivain, bien sûr, comme voyageur immobile qui est face à sa page blanche et qui compose des histoires qui se passent dans le passé. Non pas comme historien, bien qu'il ait écrit un grand livre d'histoire qui a été réédité récemment, Le Désastre de Pavie, qui a été réédité en poche tout récemment. Le Désastre de Pavie est un livre d'histoire. Sinon, il s'agit d'un rapport au passé qui est un rapport culturel, littéraire, qui passe par les grands poètes, qui passe par la littérature. Et quand il situe des actions dans la France ou l'Italie du XIXe siècle, il est peu question du contexte politique exact de l'époque. Il est surtout question de recréer, de reconstituer une certaine humanité du passé dans ces périodes où il choisit de situer ses personnages. Alors, il y a bien aussi, il remonte jusqu'à la Grèce antique dans Naissance de l'Odyssée, mais Naissance de l'Odyssée est un texte qui est un peu une fantaisie mythologique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'avait pas été accepté par l'éditeur avant Colline. Giono a dû attendre avant de publier Naissance de l'Odyssée. Mais Naissance de l'Odyssée occupe vraiment une place charnière dans son œuvre. C'est associé d'ailleurs à l'un des textes clés du voyageur immobile, c'est le thème du bateau perdu, quand Giono raconte dans plusieurs récits qu'enfant, il faisait circuler un morceau de bois sur l'eau et qu'il imaginait des aventures extraordinaires à partir de ce morceau de bois. C'était un bateau avec des personnages, c'était une odyssée. Cela suffit à le faire voyager et dans l'espace et dans le temps, et par les cartes géographiques et par une certaine chronologie ou une certaine histoire. À propos des cartes géographiques, il y a parfois des cartes que Giono imagine, mais il y a aussi des cartes réelles qu'il a sous les yeux. Par exemple, dans Noé, il raconte qu'il a sous les yeux, dans le bureau où il écrit, des cartes de l'ancien Mexique, des anciennes Amériques, et que c'est à partir de cela que seraient nés les thèmes liés à l'Amérique précolombienne dans Un roi sans divertissement, et que l'on retrouve encore dans Noé. Et donc parfois, il rêve à partir des cartes qui le lancent aussi
dans le passé, dans un certain passé et dans certains lieux, dans certains espaces. Il suffit d'avoir une carte sur un mur, de la voir ou de l'imaginer pour circuler dans le passé. Alors, voyager dans le passé, c'est aussi, d'une certaine façon, fuir son temps ou porter un regard critique sur son temps. C'est ce qu'il a, en grande partie, fait au lendemain de la guerre, quand il a écrit Le Hussard sur le toit, qui est un roman assez anachronique, ou quand il a écrit Le Moulin de Pologne et Un roi sans divertissement, dont l'action se passe essentiellement au XIXe siècle. Imaginer des histoires dans ce passé-là autour de 1950, c'était pas l'habitude la plus fréquente, la plus répandue dans la littérature française, et ça pouvait apparaître comme une forme de fuite vis-à-vis du présent. C'est une manière aussi de parler de son temps, parfois de régler ses comptes avec les Manosquins, avec la petite ville qu'il connaissait bien. Il peut imaginer Manosque du XIXe siècle lorsqu'il a sous les yeux Manosque vu de la fenêtre de sa maison. Et c'est dans Manosque que se situe une bonne partie des épisodes du Hussard sur le toit. Et c'est dans Manosque sans doute que se situe aussi l'action du Moulin de Pologne, où les habitants ne sont pas flattés par le portrait que Giono en donne. Donc ce détour par le passé n'est pas simplement une fuite, mais aussi une vision critique de ses contemporains. Mais c'est encore une façon de célébrer, au fond, un rapport au monde qui est en train de se perdre, de s'effacer en son temps. Et qui se caractériserait comment, ce rapport au monde qui est en train de se perdre ? Qu'est-ce que Giono regrette de ce temps passé ? Alors, ce n'est pas forcément le monde qu'il regrette dans Le Moulin de Pologne, où on a des visions de l'humanité qui sont assez proches justement de ses contemporains. Mais ce que l'on voit notamment dans Le Hussard sur le toit ou dans les récits de la demi-brigade, qui se situent aussi dans ce passé romantique. Giono choisit un passé romantique où une forme d'exaltation héroïque était encore possible, où une profondeur poétique du moi était encore possible, où il était encore possible d'enchanter le monde, même à travers le comportement héroïque d'Angelo, par exemple, dans le Hussard. Mais ces références sont pourtant atemporelles. Lorsqu'il parle de l'Iliade et de l'Odyssée, ce sont des textes, c'est une dimension héroïque. C'est d'autres choses, mais ce n'est pas non plus forcément le comportement le plus héroïque qu'il va y chercher. L'image qu'il donne d'Ulysse dans Naissance de l'Odyssée, c'est plutôt celle de quelqu'un de lâche, de peureux, et qui compense cette lâcheté et cette peur par le mensonge, par l'invention, par la ruse, telle que la présente Giono. Puisque Naissance de l'Odyssée, c'est, pour résumer vraiment en quelques mots, c'est le gigantesque mot d'excuse qu'Ulysse doit bien raconter auprès de Pénélope pour justifier ses 10 ans de retard lorsqu'il rentre à la maison. Pour résumer, pour déformer légèrement l'histoire. Mais Ulysse invente des monstres, invente des exploits, reconstruit son aventure, et c'est ce qui va donner naissance à l'Odyssée. Donc le héros Ulysse n'est pas la célébration d'un passé qui n'est plus. Ulysse n'est pas du tout un héros glorifié qui montrerait un passé héroïque. Ce n'était pas du tout l'épopée au sens homérique en ce sens. Alors que Angelo reste un héros au sens romantique, et dans les récits de la Brigade, il est question à plusieurs reprises de la fin des héros. L'un de ces textes s'appelle La fin des héros, l'Écossais ou la fin des héros. Je le projette dans le passé, cette réflexion sur la fin de l'héroïsme qu'il est en train de vivre aussi en son temps. Et c'est vrai que cette réflexion sur l'héroïsme, on la retrouve dans beaucoup de textes. Et d'ailleurs, parmi ceux que nous avons entendus aujourd'hui, il parlait du héros dans Melville, auquel il s'identifiait, et celui qu'il a voulu devenir ensuite. La façon humoristique avec laquelle il aborde l'Iliade, on l'a entendu dans le texte juste avant, où il disait que l'Iliade était là collée contre le morceau de fromage blanc. Voilà ce qu'il reste d'un texte mythologique lorsqu'il est lu par un jeune garçon qui lit l'Iliade au milieu des blêmures. Mais au-delà de peut-être cette destitution de la prévalence des grands récits mythologiques, vous l'avez dit, par exemple, le Angelo de Hussard sur le toit, il y a la volonté de maintenir des héros peut-être aujourd'hui, et notamment par une dimension qui est celle de l'aventure. Je disais picaresque tout à l'heure, je ne sais pas si le terme est approprié, mais on trouve chez Giono ce plaisir non seulement de raconter des histoires, mais d'inventer des péripéties assez invraisemblables avec la dimension du monstrueux, de héros surprenants, et tout simplement les récits d'aventure. Giono est vraiment un écrivain des aventures et de l'aventure. Du picaresque, oui, avec une certaine familiarité, une certaine truculence, une forme de bonhomie aussi dans le style. Il y a des traces de picaresque dans le Hussard sur le toit, parce qu'on a des déplacements, une circulation dans l'espace, dans les lieux de Provence marqués par l'épidémie de choléra, mais peut-être plus encore dans Les Grands Chemins, qui est un récit de 2 personnages qui sont des vagabonds, des trimardeurs qui circulent dans le sud de la Drôme. Et donc le picaresque serait peut-être là. On a aussi un goût de Giono pour des personnages très contrastés et qui sont volontiers grotesque, comme c'est le cas dans Un roi sans divertissement, à travers le personnage surnommé Saucisse. Même si Un roi sans divertissement est situé dans un bourg, finalement, et l'action circule très peu. On a souvent une action qui est située dans une ville ou un bourg ou un village, chez Giono, sans grand détour. Et en ce sens, le picaresque lui-même s'immobilise. On a du picaresque immobile plus que du picaresque de la mobilité.
Dans ces romans, en revanche, il y a bien une circulation dans le temps. Dans Un roi sans divertissement, on part du présent pour cheminer, pour se tourner vers le passé. Et le fil conducteur, c'est simplement un arbre qui nous fait voyager dans le temps, puisque le narrateur actuel, à partir de l'arbre qui est présent sous ses yeux, peut rappeler ce qui s'est passé avec cet arbre. Tout à l'heure, on a entendu un extrait où il était question de la lecture de Moby Dick au pied d'un arbre. J'ai parlé aussi de la situation du romancier dans Noé, où il est dans son olivier, et du haut de son olivier, il imagine des personnages qui naissent, et notamment des personnages d'avares, parce qu'il caresse des olives. Le romancier caresse des olives, et ce sentiment de possession et d'avarice suscite des personnages d'avares. À propos d'un roi sans divertissement, il raconte que c'est un arbre, la vision d'un arbre, qui a déclenché le processus créateur, qui a engendré l'invention de l'histoire. Il s'est dit que faire de cet arbre? On pourrait y mettre des cadavres. D'où viennent ces cadavres? Un assassin veut se distraire, et se distrait en tuant des victimes, d'abord pour voir le sang couler sur la neige, ce qui est un spectacle particulièrement divertissant, ensuite pour loger ces cadavres dans un hêtre gigantesque. Et c'est ce hêtre qui est le fil conducteur du roman Un roi sans divertissement, qui fait voyager dans le passé, et autour duquel s'organise au fond la mobilité du texte, ou la mobilité aussi des personnages dans le film Un roi sans divertissement, où il s'agit d'un grand faillard, et les personnages, les paysans, reviennent aussi auprès de ce faillard. Donc l'arbre peut être aussi l'élément clé du roman, autour duquel s'organise un picaresque immobile dans ce cas-là. On ne circule pas beaucoup, on ne va pas très loin. Et même quand Angelo circule dans Le Hussard sur le toit, ou quand les personnages des Grands Chemins circulent, on ne sait pas grand-chose au fond de leur destination, sinon que Angelo, à la fin du Hussard, se retourne sans doute vers l'Italie d'où il vient, mais il y a très peu d'éléments sur leur destination précise. Ils circulent, ils se déplacent, ils vont d'auberge en auberge, de lieu en lieu, à la manière de personnages picaresques, en effet, mais sans orientation de l'existence, sans destination de l'existence. Mais ces personnages qui voyagent dans un élan picaresque, s'ils se transportent, s'ils bougent, ils ne dérivent jamais. C'est sans doute parce qu'il y a toujours cet ancrage très fort chez Giono. Vous parlez de l'importance de l'arbre, soit le hêtre, l'olivier. Dans le texte de l'Iliade et la moisson que nous avons lu, ce sont les blés mûrs. Chez Giono, tout est toujours ancré à partir d'un élément, qu'il soit végétal ou souvent naturel, qui fait que le voyage est certes immobile puisqu'il parle d'un lieu, mais que parce qu'il est voyage, il n'est pas pour autant perte et fuite sans aucun retour. C'est un voyage qui ne dérive jamais. Vous ne semblez pas d'accord? Je suis tout à fait d'accord, oui, parce que je crois que le voyage est d'abord un départ. Giono le pense comme départ. On ne sait pas où l'on va. Mais il y a toujours ce point de départ. Et même lorsqu'il y a une fin apparente du voyage, une clôture apparente, il arrive justement que le cheminement intérieur se poursuive ou que la fin soit illusoire. Fragment d'un paradis, dont vous avez parlé tout à l'heure, n'a pas de fin, c'est un récit inachevé. Et le récit s'achève sur une dérive. Le bateau dérive précisément, le récit est sans fin. Et très souvent, la fin des romans d'après-guerre est une fin ambiguë, est une fin qui n'en est pas tout à fait une, et où une dérive intérieure peut se prolonger. Giono n'aimait pas mettre le mot fin et accompagnait plutôt vous avez parlé de la perte, oui, il y a une forme d'ouverture sur la perte, sur le désespoir, sur la désorientation chez des personnages dont le devenir est problématique. La fin de Langlois elle-même, c'est la tête de Langlois qui prend les dimensions de l'univers, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire à la fin d'Un roi sans divertissement, et si l'action reste ancrée dans un même lieu, il y a tout de même une forte interrogation sur le devenir de ces personnages qui restent. Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, ah, les voyages comme vous fûtes sages de nous donner ces images. Car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera.
voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur. Mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Car les voyages tournent une page. Oh, les voyages. Merci beaucoup Denis Labouret d'être venu nous parler de Jean Giono aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de parler de cet auteur. C'était un plaisir de vous en entendre parler. Je revois les auditeurs à l'ouvrage que vous lui avez consacré sur les grands chemins de Giono ou les détours du temps qu'on trouve chez Belin. Plus récemment et tout juste sorti sous votre plume, Littérature française du XXe siècle chez Armand Collin, où l'on y trouve un petit passage sur Giono. Et puis vous me disiez également que vous aviez rédigé votre thèse sur le monstrueux chez Giono. Qui sait, vous la publierez peut-être un jour. Je le souhaite en tout cas. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h47. Encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient nous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous parlez aujourd'hui d'un de mes auteurs fétiches, Henry David Thoreau. Alors moi je vais le prononcer à la française. Donc effectivement est sorti le second volume du journal de Henry David Thoreau aux éditions de la Finitude. De ses 20 ans jusqu'à sa mort en 1862, le philosophe Henry David Thoreau a rédigé, comme s'il s'agissait d'une nécessité vitale, un journal. Et c'est une œuvre massive, près de 7000 pages au final, qui est devenue un monument de la culture américaine. Alors le premier volume de ce journal est paru il y a 1 an, le second volume est sorti en octobre dernier, le tout aux éditions de la Finitude. Ce second volume de ce journal débute en janvier 1841, alors que Thoreau a 24 ans, pour se finir en novembre 1843. Alors que le premier volume ressemble plutôt à un récit de jeunesse, ce volume voit le champ de réflexion de Thoreau s'élargir. Musique, évolution de la poésie, philosophie hindoue entre autres, mais surtout il voit sa pensée s'affermir. Ce qui se dessine, c'est l'émergence d'une véritable philosophie. Ce journal, c'est donc le simple récit quotidien d'un homme seul, mais c'est aussi, et par là même, une œuvre philosophique en construction. Thoreau, je cite, s'attache chaque jour à faire le compte de ses gains quotidiens afin de pouvoir détecter la fausse monnaie qui s'est immiscée dans ses coffres et pour régler ses comptes avec son esprit. C'est comme si le quotidien, pour Thoreau, était le lieu d'une culture philosophique de l'homme. Culture, c'est d'ailleurs bien le terme puisque Thoreau dit, je cite encore, « Mon journal contient de moi tout ce qui, sinon, déborderait et serait perdu. » Des glanures du champ que je moissonne à travers mes actes. Ce n'est donc pas pour rien que l'on voit dans ce journal le texte fondateur de l'écologie. Je pourrais encore citer bien d'autres passages qui vont dans le sens d'une nature qui se fait philosophie au quotidien, qui devient une métaphysique du temps, du plaisir, du tout universel. Mais je terminerai juste avec cette citation qui est, je trouve, à l'image de ce journal. Le sang circule bien jusqu'aux pieds, mais la pensée, elle, ne descend jamais de la tête. Merci Géraldine. Chez qui paraît ce journal de Thoreau ? Aux éditions de la Finitude, c'est le second volume, mais vous pouvez trouver le premier qui est paru aussi il y a 1 an. Merci Géraldine. On vous retrouve demain, puisque demain, c'est vous qui serez derrière le micro pour animer les chemins du vendredi. Vous recevrez Robert Chenavier pour parler de Simone Veil, c'est bien ça ? C'est bien ça. À demain donc. Et la semaine prochaine, les Nouveaux Chemins vous propose de redécouvrir une série d'émissions que nous avions consacrées à Simone de Beauvoir et qui avait été diffusée en février dernier. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter de l'émission où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.
Mais pour l'heure, il est 10h50, vous écoutez France Culture. C'est l'heure de retrouver Martin Kénéen pour Grand Amphi. Bonjour Martin.